Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Pascal Cherki. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien député et ancien maire socialiste du 14e arrondissement de Paris. Vous êtes aujourd'hui membre fondateur du mouvement Génération. Vous faites campagne pour la liste de Benoît Hamon aux élections européennes. On va y revenir, mais d'abord, vous êtes ancien socialiste. Je l'ai dit, hier, les socialistes se félicitaient de voir des socialistes soutenir les socialistes aux européennes. Qu'est-ce que ça dit du parti socialiste aujourd'hui ? Ça, c'est une anecdote. Moi, ce que je remarque dans la social-démocratie, c'est sa crise profonde et le fait qu'en fait, elle n'arrive pas à sortir du paradigme néolibéral dans lequel, finalement, elle a participé à partir du milieu des années 80, qui est aujourd'hui très profondément remis en cause depuis la crise de 2008, qui provoque une montée aux extrêmes, et elle est en crise d'écroulement. Et même dans les endroits où elle semble résister, je prenais l'exemple du Portugal, où il y a un gouvernement de coalition de gauche, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ça tient, en tout cas une coalition parlementaire de gauche, on voit le Premier ministre aujourd'hui appeler à voter Macron. Bon, donc c'est ça moi qui m'interpelle, parce que ça, à partir du moment où vous avez plus cette formation qui était centrale et qui organisait un peu la vie de la gauche à travers au moins l'illusion du fait qu'elle voulait porter une alternative ou une alternance forte, aujourd'hui la question qui est posée à des gens de gauche comme nous tous, c'est qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Après le reste c'est de l'anecdote pour moi. C'est qui vos ennemis, enfin pas vos ennemis, plutôt vos adversaires dans cette campagne électorale ? Macron, Le Pen, Bellamy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi la stratégie justement pour battre Macron et Marine Le Pen ? On voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre d'anciens sympathisants de gauche, on a même vu Robert Rue hier rejoindre Emmanuel Macron, parce qu'il faudrait battre Marine Le Pen. Bon, je ne crois pas à ça. Je crois que le bloc des progressistes est une impasse. Si vous voulez, comment dire ça, c'est différer une crise qui est devant nous. Le bloc des progressistes, il a été fait en Italie quand il y a eu fusion de l'ancien parti démocrate qui était lui-même issu du parti communiste italien et de la démocratie chrétienne, dans un parti qui a été dirigé par M. Renzi. Et puis quand ce bloc progressiste a mené la politique qu'il a menée, qui était à peu près celle que mène M. Macron en France, celle que mène la grande coalition en Allemagne, il s'est heurté à des contradictions, à des résistances populaires qui fait qu'il a été balayé lors des élections. Donc c'est une fuite en avant pour moi. Mais entre, d'un côté, créer des blocs comme les progressistes, comme le voudrait Emmanuel Macron, et d'un autre côté, avoir 6 listes de gauche aux élections européennes, c'est quoi la bonne stratégie pour battre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? La difficulté qu'on a eue au moment des élections européennes est de deux niveaux. D'abord, la première, c'est que ça a toujours été l'élection la plus compliquée pour faire le rassemblement. Il faut être honnête, ça n'a jamais existé. Même au temps de l'Union de la gauche, il y avait toujours deux listes. Donc c'est une difficulté qui est objective et qui s'est renforcée avec, je dirais, l'acuité du débat européen dans la gauche depuis 2005. Ça aurait été possible si celles et ceux qui avaient en charge de faire le rassemblement avaient voulu le faire. Et là, ça interroge la stratégie de la France insoumise. C'est-à-dire, quand Jean-Luc Mélenchon sort de l'élection présidentielle avec 19%, c'est-à-dire qu'il dépasse le score de la gauche dite radicale, qui était de 11 en 2012, il a la responsabilité d'organiser son camp. Autour de lui, autour de sa personne, mais d'organiser son camp. Donc de faire un peu, pour aller très rapidement, Mitterrand. Je ne parle pas Mitterrand de 83, je parle de Mitterrand de ça. Voilà. Et il choisit de faire une parodie de Che Guevara. Donc, bilan des courses, il se prend la porte. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas la principale force de gauche qui fait ce travail de rassemblement, ça devient compliqué. Il aurait pu... un bout de rassemblement aurait pu se faire à partir des écologistes. D'ailleurs, c'est ce que nous avions proposé, nous, Génération. Au début, nous avions proposé de le faire avec la France Insoumise. C'est pour ça que nous étions allés à la manifestation de septembre 2017, pour tendre la main à Jean-Luc, mais bon, on n'avait pas saisi à ce moment-là. Donc, du coup, confronté à ça, on a dit, on va essayer de le faire à partir des écolos, puisqu'on a été ensemble à la présidentielle. Et ils ont choisi une stratégie de fuite en avant. Bon. À mon avis, lié à deux raisons. La première, c'est qu'ils sont sortis très affaiblis de l'élection présidentielle, comme les socialistes d'ailleurs, puisqu'ils se sont retrouvés sans plus aucun député, plus de groupe parlementaire au Sénat, toute une partie de leurs cadets sont passés armés bagages chez Macron. La principale figure de l'écologie à l'époque, le numéro 2 du gouvernement, Nicolas Hulot, et plutôt qu'ouvrir un débat sur ce qu'avait été leur rôle, leur réussite et leurs échecs dans le quinquennat précédent de François Hollande, ils ont préféré mettre la poussière sur le tapis. Et comme c'est un parti qui est quand même très fragile, avec de multiples tendances,
avec peu de militants. Ils ont préféré faire la synthèse des différents courants et faire une liste écolo. Et donc du coup, ils ont théorisé ça. Ils ont théorisé le fait que, comme ils ne s'ouvraient pas comme ils pouvaient le faire dans d'autres élections, que c'était le moment de l'écologie et que de l'écologie. Et Jadot a radicalisé cette posture pour aller vers un truc à bas la gauche, parce qu'il y a un débat qui est ouvert dans le mouvement vert aujourd'hui dans toute l'Europe, et que portent les Allemands, qui est celui d'aller dans un bloc des progressistes, qui à mon avis sera une interrogation pour eux et pour toute la gauche après, puisque comme la plus grosse délégation, futur groupe écologiste au Parlement européen sera celle des Allemands, puisqu'ils vont faire entre 15 et 20%, et que l'Allemagne envoie beaucoup de députés, ils vont être hégémoniques dans le groupe vert européen, et eux, ils sont sur la ligne de la grande coalition avec Macron et les sociodémocrates. Donc du coup, c'était compliqué. Nous, quand on a vu ça, on a essayé de faire une proposition, peut-être qu'on l'a fait un peu tardivement, je reconnais, qui était la votation citoyenne. C'était de dire, puisque les appareils n'arrivent pas entre eux à dégager une proposition de rassemblement, faisons trancher cette question par les citoyens, dans un vote préférentiel qui permettrait de panacher une liste, c'est-à-dire de ne pas faire un truc d'élimination. Et deuxièmement, en mettant 2-3 questions en débat, qui sont des questions qui font débat à gauche, sur le rapport au libre-échange, sur, à un moment donné, le rapport au traité européen, le rapport à l'austérité, et puis ayant un socle minimum de programme qui permettent de faire une liste. Bon, ça n'a pas été possible, donc on est dans cette situation. Donc moi je défends la liste génération, parce que je considère que les idées que l'on porte et qu'on a portées depuis la présidentielle, même si certaines ne sont pas abouties, sont importantes, et certaines d'entre elles seront au centre Mais pourquoi la porter coûte que coûte et pas soutenir dès maintenant la liste de la France Insoumise? Mais parce que moi je ne suis pas en politique pour des ralliements. Autant je suis pour des stratégies... Mais vous disiez tout à l'heure qu'il faut créer des majorités. Non, mais autant je suis pour des stratégies d'union, de rassemblement, je ne suis pas pour des ralliements. Moi, c'est pas d'être derrière la France Insoumise, d'être sur une liste conduite par la France Insoumise avec Manon Aubry, très bien, qui nous aurait posé problème. C'est que moi, je ne veux pas, notre objectif politique, c'est pas d'être des satellites de quelqu'un. Le risque, c'est quand même que la gauche ne dépasse pas les 10%. Le risque, c'est quand même aucun des mouvements de politique ne dépasse les 10%. Je veux dire, pendant des années, le reste de la gauche a raison d'ailleurs à reprocher au Parti socialiste d'avoir un rapport au reste de la gauche d'hégémonie. C'est-à-dire de rompre cette culture de la synthèse de la gauche qui était portée par le programme commun, en gros, pour aller vers une culture d'hégémonie où le Parti socialiste disait « c'est moi qui ai décidé, c'est comme ça, vous êtes des satellites, si vous voulez des postes, faites comme j'ai dit ». Et donc de ne pas créer les conditions d'un débat permanent à gauche et d'une recherche de synthèse dynamique. Ils l'ont reproché à juste titre aux socialistes. Et d'ailleurs, moi j'y ai participé comme membre de la direction du PS, de cette culture que je regrettais. Et vous craignez que Jean-Luc Mélenchon essaie d'avoir cette tentation hégémonique aujourd'hui? Personne ne doit faire ça. Voilà. On ne peut pas construire la gauche ne peut pas se construire sur des diktats ou des oukases. Voilà. Elle doit se construire sur une responsabilité partagée. Il faut acter le poids des uns et des autres là-dessus. C'est pour ça que je vous avais dit que la responsabilité, elle appartenait après l'élection présidentielle à Jean-Luc Mélenchon. Mais il faut acter donc le poids des uns et des autres, mais après il faut que les uns et les autres acceptent de construire des processus communs. Et justement, après le 26 mai, c'est à qui que revient la responsabilité de reconstruire, de peut-être fédérer, comme vous le disiez tout à l'heure? Elle sera à tous, mais celui qui aura la plus grosse responsabilité sera bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est à lui de tendre la main après le 26 mai? Oui. Je pense qu'il y a débat dans la France Insoumise. Il y a interrogation, d'ailleurs moi j'ai lu son interview dans Libération, qui n'est pas inintéressante d'ailleurs. Bon. Il essaye de chercher comme ça, intuitivement, une synthèse entre l'aspiration à la critique de l'establishment, qui est une réalité, qui est une nécessité, vu le comportement aujourd'hui d'une partie des élites dominantes dans notre pays, et leur dissociation de l'intérêt général. Et d'un autre côté, le fait que quand même, il ne veut pas abandonner le combat gauche-droite. Bon, donc, il y a des débats dans ce mouvement, il y a des débats dans la société, il cherche une synthèse, l'idée de fédération populaire n'est pas une mauvaise idée à mon avis. Bon, après... Il dit que ça se fera à partir du programme de la France Insoumise, ça sera discuté. Ça veut dire que le mouvement Génération pourrait, au lendemain des européennes, rejoindre une dynamique comme celle de la fédération populaire que je pense qu'après les européennes, la gauche fera un mauvais score. Personne ne sortira vainqueur de ces élections. Et si Génération n'a pas de député, comme c'est a priori le cas, écoutez, je vais vous dire... Qui va devenir Génération? Attendez, d'abord, je ne suis pas mandaté pour parler de Génération, parce qu'on n'a pas encore couvert le débat dans nos rangs là-dessus. Bon. Je vais vous donner mon analyse. Bon. Au sortir des élections européennes, qui est un combat de nains à gauche, il faut être honnête, en ce moment, personne ne sortira vainqueur. Alors il y en a qui disent « Ah, j'ai fait 9, je suis en tête », mais c'est pas ça le débat. Parce qu'au total, la gauche sera beaucoup plus faible que ce qu'elle peut être potentiellement. Et vous aurez derrière la tentation de figer un débat politique entre le bloc soi-disant alliance des progressistes, c'est-à-dire une alliance libérale, et Le Pen. Et donc, il y aura un devoir de rassemblement de la gauche.
Donc cette question sera posée à tous, et tout le monde sera mis face à ses responsabilités. Donc voilà, il faudra qu'on l'aborde en responsabilité, avec une méthode qui est la suivante. Bon, il faudra partir du fond entre nous. Mais pas du fond pour dire allons au bout de nos différences et voyons si on peut se mettre d'accord, parce que ça c'était la méthode de la SFIO pour ne jamais faire d'accord avec le PC. Il faudra d'abord acter nos convergences, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit dans nos rangs de la gauche. Acter nos convergences, que ce qui est pris n'est plus à prendre. Lister quelles sont les propositions qui font débat, où nous avons des francs désaccords, où nous avons besoin d'approfondir, et définir ensemble une méthode pour pouvoir, les surmonter, ces différences, et trouver des accords. Bon, Une méthode pour faire quoi? C'est-à-dire, c'est quoi l'enjeu derrière? Bah, C'est les municipales, c'est la présidentielle? Bien sûr, il faudra qu'on Les arrive... luttes. Tout, c'est tout, Pierre. Il faudra que les appareils politiques aient la volonté de déterminer une méthode pour permettre d'avancer vers le rassemblement, et notamment un socle commun d'orientation, de valeurs et de premières propositions. Ne pas le faire simplement au vase clos. Il faut s'ouvrir sur le reste de la société. Moi, je suis surpris du décalage qu'il peut y avoir parfois entre les partis politiques et une grande partie de la population. Je ne suis pas, moi, dans le spontanéisme des masses, mais quoi? Pendant longtemps, les partis politiques ont été des avant-gardes collectives. C'est-à-dire que la société a accepté de déléguer la responsabilité de la fabrication des programmes, des orientations, des stratégies aux partis politiques. Et après, ils s'affiliaient. Alors vous aviez la vision gaulliste de la société, la vision démocrate chrétienne, la vision communiste, la vision de la gauche non communiste. Bon, les gens s'affiliaient, après ils s'alliaient ou pas dans des logiques de bloc que favorisait la Ve République, l'élection présidentielle. Ça, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini à la fois parce que les partis sont dévitalisés, dans le fond, la substance, même s'ils produisent encore des idées, mais moi je trouve que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Deuxièmement, ils sont dévitalisés parce que dans leur expérience de pouvoir, ils ont déçu. Donc on ne pourra pas recréer une dynamique à gauche simplement au vase clos. Il faudra trouver les moyens de le faire. Et en plus, il ne faut pas croire que la conscience n'a pas... Le niveau de conscience est élevé dans la société. Bon, on ne pouvait pas avoir 6 mois de mobilisation des Gilets jaunes sans que ça n'élève pas les niveaux de la conscience populaire. C'est-à-dire que moi j'étais quand même très intéressé dans ce mouvement des Gilets jaunes de voir comment finalement les gens qui se mobilisaient, les salariés qui se mobilisaient, allaient à l'essentiel. Poser la question du partage des richesses, ne posez pas le partage des richesses à la bataille écologique. Bon, voilà, vous avez une production intellectuelle dans la société universitaire critique qui est très forte. Vous avez des secteurs qui seront mis en mouvement, vous avez une reconscientisation de la jeunesse à travers la question du péril climatique. Enfin bon, il y a tout le matériel politique et social pour pouvoir avancer. Et je pense qu'il faut s'inspirer un peu, il faudra réfléchir, même si on ne peut pas plaquer les choses, à ce qu'est la démarche des progressistes démocrates aux États-Unis. C'est très intéressant de voir comment ils ont essayé de faire pour essayer de faire émerger une plateforme programmatique qui aujourd'hui pèse, faire émerger des nouvelles figures comme Alexandra Ocasio-Cortez. Bon, il y a tout un travail de fond, de stratégie, il faudra qu'on s'en inspire, même si on ne pourra pas faire pareil, parce que les calendriers ne sont pas les mêmes, les institutions ne sont pas les mêmes, le rapport à la politique n'est pas le même. Bon. Mais voilà, il faudra qu'on fasse cette synthèse importante à gauche, à mon avis. Un mot quand même sur ce que les médias ont voulu faire passer comme étant une information de premier plan hier. Hier, un élu du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, membre de la France Insoumise, a annoncé son ralliement au Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est un acte isolé d'après vous, ou est-ce qu'il y a un problème dans la stratégie populiste aussi de Jean-Luc Mélenchon? Qu'un membre de la France Insoumise, qu'un élu de la France Insoumise appelle à voter pour le Rassemblement national, et l'explique dans la revue Éléments, qui est la revue de l'extrême droite racialiste du Grèce, M. de Benoît, je le prends comme un élément isolé. Je souhaite le prendre comme un élément isolé, je le prends comme un élément isolé. Et en tout cas, moi, je n'ai personnellement aucun doute sur Jean-Luc Mélenchon. Je peux avoir des désaccords avec lui, mais l'homme, je le connais bien. Il a été d'ailleurs un de mes dirigeants quand nous étions ensemble au Parti Socialiste. On peut ne pas avoir de doute, effectivement, sur la position de Sur la question, sur la stratégie. Je vais y revenir, Pierre. Je n'ai aucun doute sur la personne de Jean-Luc Mélenchon, sur, la force de ses convictions républicaines et antiracistes, et 2, sur sa détermination à combattre l'extrême droite. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je le connais, Jean-Luc, il a contribué à ma formation, il m'arrive de discuter avec lui. Là-dessus, il n'a pas changé. Bon. Donc attention au procès d'intention, aux amalgames, non pas que vous, mais qu'un certain nombre de médias tentent de faire. On tente d'insinuer. Après, que dans sa constitution, au départ, la France Insoumise, et dans ce débat permanent qu'il agite entre est-ce qu'on est une force de gauche offensive qui doit rassembler la gauche, ou est-ce que c'est peuple contre élite, et puis brasser des gens qui finalement se révèlent pour
ce qu'ils sont, c'est fort possible. Moi, je ne suis pas suffisamment connaisseur de l'intérieur de la France insoumise pour pouvoir le dire. Bon, il y avait d'autres figures ultra-souverainistes qui l'ont quitté. Voilà, c'est bon. Ce qui compte pour moi, c'est quelle va être l'orientation politique de ce mouvement, plutôt que les égarements ou les trahisons, pour reprendre le mot de 91, de tel ou tel individu. Moi, c'est ça que je veux regarder. Et là-dessus, on peut faire des reproches à la France insoumise, mais sur le combat antifasciste, il est quand même d'une grande clarté. J'ai une dernière question, Pascal Cherki. Hier, Benoît Hamon a annoncé qu'il ne participait pas au débat organisé la semaine prochaine sur France 2 s'il ne revoyait pas sa copie. Il accuse France Télévisions de privilégier les grands candidats. Il y a 34 listes déposées. Qu'est-ce que devrait faire France Télévisions, d'après vous ? France Télévisions devrait faire un truc qui est très simple. Il devrait faire 2 ou 3 débats. Voilà, en tirant au sort les candidats, les listes, et puis faire 3 débats. Parce que moi j'étais là, je représentais le mouvement Génération pour expliquer qu'on a claqué la porte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et d'ailleurs France Télévisions nous a dit que c'était leur choix éditorial. C'est très grave. Hein. Le service public France Télévisions et France Inter de l'audiovisuel, c'est très grave. C'est-à-dire que finalement, le service public de l'audiovisuel détermine à l'avance quels sont les grands, la première division ou la classe à faire. Voilà, la business class et la low cost, en fait, en quelque sorte. Alors que nous sommes en période officielle de campagne électorale et que le droit électoral dit le contraire. Regardez par exemple les panneaux électoraux. Vous avez 34 panneaux. Il n'y a pas des grands panneaux en fonction des sondages ou des groupes parlementaires et des petits panneaux. Vous n'avez pas des grands bulletins de vote en fonction des petits bulletins de vote. Les professions de foi ne sont pas envoyées en 2 fois. Vous n'allez pas recevoir une première enveloppe avec 6 professions de foi et une deuxième enveloppe avec 28 professions de foi. Bon. Donc, ça veut dire que les 34 ont le droit de participer à ce débat ? Mais bien sûr. Je veux dire, quand on est prêt à consacrer 4 heures ou 6 heures au débat sur des élections européennes, on peut faire 2 ou 3 soirées. Et en plus, je vais vous dire de vous à moi, vu la programmation de France Télévisions, je ne suis pas sûr qu'ils fassent une plus mauvaise audience en faisant 3 débats qu'en faisant leur programmation habituelle. Bon, ça, c'était une petite pique, mais je le pense. Merci beaucoup, Pascal Cherki. Merci, Pierre Jacquemin.